Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Pour le MAG aujourd'hui, je suis accompagné du président de l'association, du directeur, par intérim de l'association Respire, Tony Renucci. Bonjour. Bonjour. Donc Respire, c'est l'association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air et la défense des victimes de pollution. Elle a été créée en 2011, c'est tout simplement la principale association nationale de lutte contre la pollution de l'air. Donc vous avez succédé il y a environ un mois à Olivier Blon au poste de directeur par intérim et vous êtes également conseiller municipal à Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne. Pourquoi être devenu directeur par intérim de cette association? Alors, tout d'abord, c'est un sujet sur lequel j'étais investi de longue date sur la pollution de l'air parce que pendant mes études, donc j'ai fait un master spécialisé à l'ENA, à l'École nationale d'administration, et donc j'ai fait ma thèse professionnelle sur la pollution de l'air, sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air à Paris, à Londres et à New York. Donc c'était un sujet qui m'intéressait. J'avais rencontré Olivier Blon pendant les différents entretiens que j'ai menés et on a sympathisé à la fois intellectuellement, aussi amicalement, et j'ai rejoint Respire et puis il m'a demandé de prendre l'intérim puisqu'il allait sur de nouveaux engagements, en tout cas au moins temporairement. C'est une bonne nouvelle pour vous quand il vous a demandé justement de prendre sa place au sein d'une association de cette envergure-là qui mène ce combat-là? Ah oui, tout à fait, mais je m'y attendais pas déjà. Et c'est une bonne nouvelle parce que en même temps, je pense que ça permet aussi d'amener peut-être un souffle nouveau avec d'autres idées, d'autres engagements, d'autres priorités. Et puis, ça montre aussi sa capacité à faire confiance aux jeunes. Et mine de rien, c'est pas si simple. Donc, bien sûr, ça m'a fait Et plaisir. c'est important aussi de faire confiance aux jeunes. Alors la Ouais. pollution de l'air, c'est une problématique assez importante, surtout dans une ville comme Paris. Donc il y a eu une étude de l'INSERM, du CNRS et de l'Université de Grenoble-Alpes qui a révélé récemment que chaque année, 1700 cancers du sein seraient liés à la pollution de l'air. Et l'OMS a d'ailleurs dit que cette pollution est responsable de 7 millions de décès par an dans le monde. Pourquoi le sujet est si peu mis en avant selon vous et est-ce que vous pensez que l'État fait le nécessaire pour pallier ça? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que les conséquences sanitaires sont énormes. Et vous en avez cité quelques-unes, donc effectivement, il y a le nombre de morts, 7 millions de morts dans le monde par an, aussi en France, 100 000 morts par an, et puis au niveau de la métropole et de la ville. C'est vrai que ce qui est étonnant, et c'est ce que j'avais d'ailleurs analysé pendant mes études, c'est que finalement, on se rend compte qu'en France, et notamment on va dire à Paris, la région parisienne, on a mis plus de temps que d'autres pays et d'autres grandes villes à réagir face à ce fléau-là. Il y a plusieurs raisons. Je pense que peut-être il y avait aussi un manque de connaissances sur les risques ou en tout cas sur l'ampleur du phénomène. Je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience assez récente, notamment avec l'affaire Volkswagen en 2015. Alors, pas forcément que sur les risques liés à la pollution de l'air, mais sur la façon dont les industriels trichaient par rapport à ça. Et je pense qu'il y a eu aussi une collusion, tout simplement, entre certaines élites politiques et certains industriels français pour se dire qu'il fallait aussi maintenir des industries, des emplois, mais au détriment de la santé publique. Vous avez récemment porté plainte contre la RATP pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Donc l'association pointe du doigt les niveaux de pollution de l'air dans les métros. Comment elle s'explique cette pollution? Alors, elle s'explique surtout par, le manque d'aération dans les stations, dans les souterrains. Et puis, c'est aussi lié, en fait, aux techniques aux technologies de freinage, parce qu'on a des trains qui sont quand même aussi assez anciens. Et c'est vrai que le freinage, le contact de la roue avec le frein, et puis les systèmes électriques utilisés font qu'il y a une émission assez forte de particules, et notamment de particules fines. Et ça fait combien de temps que vous savez, que vous avez pris connaissance justement de tous ces défauts, si je puis dire, dans les métros? Alors, nous, Respire, en tout cas, on a fait 2 études et la première était en 2019. Après, je pense que c'est un sujet qui existe depuis déjà plusieurs années. Il y a même eu des rapports internes au sein de la RATP. Il y en a un qui date de 2013, qui a été fait par le service de santé au travail. Il y avait aussi eu des recommandations qui avaient été faites par différents organismes publics français, qui datent quand même de plusieurs années et qui avaient pointé l'alerte et le risque qui était lié à la pollution intérieure dans les enceintes souterraines de la RATP. Et vous, du coup, en tant que directeur par intérim de l'association, qu'est-ce que vous attendez de la RATP? Un plan d'action. Voilà. Déjà, il faut quand même aussi que la RATP soit transparente sur ce problème et pas qu'elle essaye alors, je ne dirais pas de nier, mais en tout cas Il y a un donner manque de l'impression. transparence, selon vous? Ah, mais complètement. Complètement, parce que quand on demande à voir les détails de cette étude, qui a été faite quand même par leur propre service de santé au travail, les détails ne sont pas communiqués. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui est caché dans cette histoire. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la RATP reconnaisse le problème et qu'elle mette en place un plan d'action pour expliquer comment est-ce qu'elle va moderniser ces installations, ces technologies, de façon à réduire les émissions de particules fines dans ces enceintes souterraines. Et vous trouvez ça normal que parmi tous les usagers du métro, de la RATP en général, qu'il y a par jour, que le problème soit pas assez, soit si peu soulevé qu'il faille attendre qu'une association comme la vôtre soulève le problème? Mais je pense que le problème est peu soulevé parce que justement les usagers ne sont pas suffisamment au courant. Donc moi ce que j'espère, et c'est aussi le but de faire des interventions médiatiques, c'est d'informer. D'ailleurs sur tous les problèmes de santé publique, à chaque fois on se rend compte que le premier défaut c'est le manque d'information des usagers ou des gens en général. Donc le but de ces études, le but de cette plainte aussi, c'est de médiatiser, de faire prendre conscience à l'opinion publique que oui, quand on prend le RER ou le métro, on fait face à des très forts niveaux de pollution dangereux pour notre santé. Et du coup, pour vous, quelles sont les solutions concrètes pour une amélioration de la qualité de l'air, que ce soit dans les métros ou en général pour la ville de Paris? Alors, déjà au niveau de la pollution intérieure, tout ce qui permettra de mieux aérer les stations, de mieux les ventiler, permettra de mieux disperser aussi les polluants. Ensuite, il faut que la RATP développe beaucoup plus de stations de mesure, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a que 3. Voilà. Donc il faut qu'on développe beaucoup plus de stations de mesure de la pollution parce que ça permettra aussi d'avoir une idée claire sur les niveaux de pollution, là où elle est située, est-ce que c'est plus à certains endroits du quai, à certaines stations, ça aussi c'est très important pour ensuite mieux calibrer les actions. Et puis après, bien sûr, c'est investir notamment sur les systèmes de freinage, sur les trains, et il y a aussi des systèmes technologiques qui ont été mis en place, d'aspirateurs à particules qu'on peut mettre directement au niveau des roues et des freins. Donc il y a des choses à faire, il y a des investissements à réaliser, mais pour ça, il faut mettre de l'argent. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai interpellé les candidats à l'élection régionale d'Île-de-France pour leur dire comment est-ce que vous allez faire pression sur la RATP, puisque la région finance Île-de-France Mobilité, donc la RATP, pour leur dire maintenant aussi, on va donner de l'argent, mais derrière, on attend aussi des investissements sur ce problème qui reste quand même un problème de santé publique. Et avec l'association Respire, du coup, quelles sont vos actions au quotidien que vous menez pour pallier tout ça? Par rapport à la pollution intérieure ou intérieure ou extérieure en général? Alors, en général, on est sur des actions je dirais, de prise de conscience. Voilà. Et la prise de conscience, ça passe par effectivement une plainte à la RATP par exemple, ça passe par des interventions médiatiques, par des études qu'on peut réaliser, et on en a fait plusieurs, et ça passe aussi par un projet qui nous tient fortement à cœur en ce moment, qui est le déploiement de capteurs de pollution de l'air auprès des particuliers, des citoyens, donc des capteurs citoyens. Pourquoi ? Parce que les stations de mesure, les grosses stations de mesure, il y en a pas suffisamment déjà en France, dans la région, et ça permet de compléter le maillage actuel, ça permet aussi à chacun individuellement de prendre conscience des niveaux de pollution auxquels il est exposé, et lui et sa famille et tous les gens qui nous entourent. Donc ça fait partie des actions qu'on mène, également sur les écoles. On a fait une étude où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une centaine d'écoles à Paris, enfin dans la région parisienne, qui étaient à des niveaux de pollution au-dessus des recommandations de l'OMS. C'est-à-dire quand même des enfants qui sont exposés à un air qui est malsain, qui n'est pas propre. Et ça, c'est hyper important. Donc, on continue aussi à travailler là-dessus. On va d'ailleurs bientôt sortir d'autres cartes d'exposition sur d'autres villes. Et puis après, on se positionne sur des sujets aussi de société. Là, je suis beaucoup intervenu sur la zone à faible émission parce qu'on a aussi une demande à la fois des villes, des collectivités, de mieux comprendre aussi les enjeux et puis aussi de l'opinion par rapport à ça. Et du coup, on pointe aussi souvent du doigt le trafic routier en matière de pollution de l'air. Est-ce que vous avez des données dans l'association par rapport à tout ça, au rejet des émissions de CO2 par exemple, etc. Oui, alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que déjà la pollution de l'air, c'est pas le CO2, c'est encore à part. Nous, on parle vraiment des polluants atmosphériques. Ce qui est sûr, c'est que le trafic routier émet beaucoup ce qu'on appelle le dioxyde d'azote, les NO2. Et également des particules, dont des particules fines. Et donc, ces polluants sont nocifs pour la santé, s'attaquent à nos voies respiratoires, et donc il est évident que si on réduit le trafic routier, on réduit notre exposition aux concentrations de polluants, c'est-à-dire ce qu'on respire. Voilà. Après, ce qu'on remarque aussi,
Parce que j'entends un peu des discours qui disent oui, mais finalement, pendant le confinement, il n'y a eu que 7% de baisse de particules. Donc ça, j'aimerais quand même aussi rétablir un peu la vérité par rapport à ça. Il y a eu une baisse de 20 à 35% de baisse de concentration de dioxyde d'azote pendant le premier confinement. Je vais malheureusement être obligé de vous couper en pleine question. Je suis désolé, Tony Rinucci, merci d'avoir été avec nous. Pas de Si souci. vous voulez évidemment plus d'informations sur Respire, il y a un site internet respire-asso.org. Merci encore d'avoir été avec nous, Tony Rinucci.